Un centre pour la promotion des droits humains au Mali, il a officiellement lancé ses activités ce matin. Il doit informer les citoyens maliens sur leurs devoirs, mais également sur leurs droits. Côte d'Ivoire, les députés approuvent la modification du code de la nationalité, un symbole pour Guillaume Soro qui défendait le projet depuis 10 ans. Plus de 3 millions de personnes seraient concernées par cette loi. La fréquentation du marché de Caille, un véritable parcours du combattant à cause du désordre qui règne, en tout cas sur les voies d'accès. Une situation qui nourrit beaucoup de désagréments pour les usagers qui ne savent plus où mettre de la tête. Un dossier à suivre dans la page magazine de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Et nous ouvrons cette édition par des messages de félicitations du président de la République par intérim, le professeur John Kounda Traoré, à des personnalités étrangères. Le premier message s'adresse au président Mamnou Hussein pour son élection à la magistrature suprême de la République islamique du Pakistan. Les deux autres messages du professeur John Kounda Traoré félicitent le président Viktor Yanukovych d'Ukraine et José Mujica Cordano, président de la République orientale de l'Uruguay. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de leurs pays respectifs. Faire du Mali un État respectueux des droits de l'homme, c'est l'objectif que se fixe le nouveau centre d'assistance et de promotion des droits humains. Les activités de ce centre ont été officiellement lancées ce matin par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. La nouvelle structure entend sensibiliser les citoyens sur leurs droits et devoirs et procéder à une large diffusion des instruments juridiques. Bourama Traoré. Nouvelle structure, nouvelle ambition. Consolider la démocratie malienne par le respect des droits de l'homme, c'est désormais le combat du nouveau centre d'assistance et de promotion des droits humains. Pour gagner ce combat, les CAPDH privilégient une unité d'action. La protection des droits de l'homme est nécessaire à la République. Elle est indispensable à la démocratie et à la restauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État en ces instants où une ère nouvelle s'ouvre à notre pays après avoir traversé la crise la plus aiguë de son histoire. C'est le moment pour nous d'exhorter les structures de protection et de promotion des droits de l'homme à plus d'action et de coordination pour relever ces défis aussi colossaux et exigeants que les débats et des réflexions approfondies sur la protection des droits de l'homme. C'est ainsi que les CAPDH entendent nouer et entretenir des relations de partenariat avec les structures nationales et internationales évoluant dans la sphère des droits de l'homme, parmi lesquelles l'Institut national de gestion et de formation. L'INAGEF se dit prêt à cheminer avec le nouveau centre pour la promotion et la protection des droits humains. Nous avons accepté, et cela avec enthousiasme, d'accompagner le CAPDH, une structure naissante, certes, mais animée par des personnes dynamiques, soucieuses d'une société juste, où les droits humains sont respectés, bref, de la promotion d'un état de droit. Quant au ministre de la Justice, il a exprimé toute sa satisfaction pour la création du CAPDH, une structure qui va appuyer le gouvernement dans sa lutte contre les violations des droits humains selon les gardes des Sceaux. Mais la tâche, avertit Maliki Koulibaly, ne sera pas facile. Ne vous bercez pas d'illusions, la tâche sera des plus ardues. Je vous appelle à ne jamais baisser les bras, car les droits humains ne sont guère une destination, mais bien une trajectoire. Les droits humains ne sont pas non plus un aboutissement, mais bien un processus. Dans cette trajectoire, dans ce processus, le soutien et l'accompagnement du gouvernement ne feront pas défaut. Merci de faire vôtre ce que j'appelle la devise du défenseur des droits de l'homme, marchant à la mort, oubliant calmes et confort pour dire la vérité, 1 minute, juste 1 minute. Le centre d'assistance et de promotion des droits humains est animé par une équipe pluridisciplinaire composée de juristes, de géographes, d'anthropologues et bien d'autres spécialistes. Sa vision, faire davantage du Mali un État respectueux des droits de l'homme. Cérémonie de lecture du Coran saint à Ségou, la communauté musulmane de la région a rendu grâce à Dieu pour avoir préservé le Mali durant les épreuves que notre pays vient de traverser. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de Ségou et du président du comité militaire de la réforme des forces de défense et de sécurité. Correspondance, Kandé Silla.
Lecture de Coran, séance de prière et de bénédiction. Il s'agit à travers cette cérémonie de la communauté islamique de Ségou de rendre grâce à Dieu et de prier pour le retour définitif de la paix au Mali. Nous avons été sérieusement éprouvés ces 18 derniers mois, des épreuves de toutes sortes, de l'occupation du territoire à tout ce qu'on connaît comme abus qui ont été faits au nom d'un prétendu islam. Par la grâce de Dieu et des invocations de toutes les communautés religieuses du Mali, toutes les communautés, je dis bien, musulmanes, catholiques, protestantes, Dieu a été invoqué, il a répondu. Aussi, les musulmans de Ségou ont salué la confiance portée à Amadou Aya Sanogo, promis au grade de général par les autorités du pays, et lui ont apporté la bénédiction de la communauté musulmane dans sa noble et lourde mission. Korotal Badrama, Ambi Dugoka Yola, Ka Ala Barkada Ola, Ala Kasabati Dama, Ani Ben, Ani Kelenya, Ka Hera Bela Djele di Malima, Ani Malide Bela Djele. C'est un grand jour pour la région de Ségou et nous avons voulu faire de cette fête une fête régionale afin que nous puissions saluer non seulement les autorités de la transition, prier pour chacun d'eux et faire des bénédictions pour le nouveau président élu. Les cultures autour de Bamako promettent de bonnes récoltes. Ce constat a été fait ce matin par la mission de la direction de l'agriculture de Bamako qui a sillonné certaines parcelles. Un reportage de Boubacar Sissoko. Malgré un début difficile de la campagne agricole due à l'installation tardive de l'hivernage, les récoltes attendues sont prometteuses au niveau des concessions rurales aux alentours du district de Bamako. Cette supervision de la direction régionale de l'agriculture a sillonné 3 concessions rurales. Il s'agit des domaines de Fodé Kamisoko à Nyonyakoro, Sine Sangare à Sonouguba, commune rurale de Bagineda et celui de Mama Batili à Irimadjo. Leurs exploitations concernent le maïs, le sorgho et le niébé. Dans ces champs visités, les cultures sont dans un état végétatif satisfaisant. Certains producteurs au niveau des concessions n'ont pas de tracteurs. Et leur grand souhait, c'est vraiment de disposer les tracteurs pour pouvoir mieux produire. Là, ça va beaucoup vraiment limiter le manque de main-d'œuvre. Au titre des difficultés, ces producteurs agricoles sont confrontés à l'insuffisance de la main-d'œuvre pour sarcler les champs. Cela s'explique par le fait que les jeunes sont tous partis à l'orpaillage. Les résultats atteints par les agriculteurs sont les fruits de l'appui conseil et les subventions de l'État des intrants agricoles, estiment les producteurs. Journée de reboisement ce matin sur l'esplanade du stade du 26 mars, 350 pieds d'arbres plantés, une initiative de l'ambassade du Burkina Faso au Mali, et c'est dans le cadre de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Faso. Alpha Mega. Le temps est donné pour les festivités marquant le 53e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Nous sommes au stade du 26 mars en commune 6 du district de Bamako et la principale activité choisie par les autorités de l'ambassade et l'association des ressortissants du Burkina Faso au Mali, c'est le reboisement sur une superficie d'1,5 hectare. L'objectif visé est de restaurer le cadre de vie des populations de la zone. La symbolique du stade, c'est un lieu de compétition, de saine compétition. C'est un lieu de fair play. C'est un lieu qui rassemble aussi bien les vieux, les jeunes. Cette année, c'est sur le conseil des responsables des eaux et forêts que nous avons eu cette place pour faire le reboisement, qui nous a permis, selon eux, de mettre en terre 350 plants. Le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, puisque c'est de lui qu'il s'agit, reste un des principaux acteurs dans la gestion de la crise malienne. Une opportunité pour Mohamed Sané Topa de mettre un accent sur le sujet et celui de la tenue de l'élection présidentielle. Cette crise est après nous. Il faut résolument regarder devant. L'avenir est devant. Parce que l'avenir du Mali, c'est d'abord cette jeunesse.
parce que l'avenir du Mali, c'est d'abord cette jeunesse qui attend beaucoup du président qui vient d'être élu. Comme quoi l'ambassadeur du Burkina Faso partage les préoccupations des Maliens. Chose tout à fait logique dans la mesure où le Mali et le Burkina Faso sont deux pays unis par l'histoire, la géographie et la culture. C'est l'hivernage et l'Association des Amis de la Nature vient de lancer la 11e édition de ses activités de reboisement baptisées Bosquet de la Paix. Et cette édition porte sur 4 sites, les 966 logements sociaux, les 1551 logements sociaux, la place bolivarienne et les environs des établissements publics et lieux de culte. Autour de ces sites, 400 pieds de diverses espèces d'arbres ont été plantés. Les Maliens qui sont mobilisés pour les 2 tours de l'élection présidentielle de juin et août 2013 pour la réussite du scrutin, le réseau ONG d'appui au processus au Mali a joué un rôle important en mettant en place un pôle d'observation citoyenne électorale. Les membres du réseau étaient aujourd'hui face à la presse et c'était pour faire le point. C'est un reportage de Adama Kodjo. Le réseau ONG d'appui au processus électoral au Mali, APM, a déployé dans les 8 régions du pays et les districts de Bamako 2100 observateurs pour la supervision du scrutin présidentiel. Dans la déclaration rendue publique, le réseau témoigne du bon déroulement des 2 tours du scrutin présidentiel au Mali. C'est pourquoi, à l'APM, l'heure est au remerciement de tous les acteurs. La mission d'observation nationale du réseau APM tient à reconnaître les mérites du peuple malien et à le féliciter pour la maturité politique dont il a fait montre au cours de cette élection présidentielle qui s'est déroulée dans une atmosphère de paix. La mission souhaite également féliciter les forces armées du Mali et de la MINUSMA pour leur professionnalisme dans le maintien de l'ordre les jours du vote et les médias pour la bonne couverture médiatique des élections. La mission félicite vivement tous les partis politiques et l'ensemble des 28 candidats pour le respect du code de bonne conduite. La mission félicite le gouvernement de transition. Pour améliorer le processus électoral au Mali, l'APM recommande la mise en place d'un cadre de concertation permanent entre les acteurs. Les réseaux demandent la poursuite de la distribution des cartes NINA et la relecture de la loi électorale. Et ce n'est pas tout. La mission d'observation nationale du réseau APM recommande l'éducation et la sensibilisation permanente des électrices et des électeurs en vue d'accroître la légitimité des autorités émanant des différentes joutes électorales. Le renforcement du pôle d'observation citoyenne électorale. La rencontre a aussi servi de cadre pour le lancement du bulletin d'information électorale dénommé l'œil de l'observateur. Le collectif des patriotes loue les efforts des autorités de la transition pour la réussite des 2 principales missions qui leur ont été confiées, la récupération des régions nord et l'organisation de l'élection présidentielle. Il a affirmé ce matin, c'était au cours d'une conférence de presse organisée à l'espace culturel Bouna de Bamako, un reportage de Fadem Baketa. Le collectif des patriotes salue le bilan de la transition malienne. Celle-ci avait dans sa feuille de route 2 missions essentielles. La reconquête du septentrion malien, soit les 2 tiers du territoire national, et l'organisation de l'élection présidentielle de 2013. Ainsi, le collectif estime que les Maliens doivent reconnaître les efforts fournis par les autorités de la transition. L'intégrité territoriale du Mali a été récupérée. Les élections se sont déroulées à des moments où certains pensaient même que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons notre pays en entier et nous avons un président démocratiquement élu. Par rapport à ces 2 résultats qui sont pratiquement atteints, on peut féliciter le gouvernement ou les différents gouvernements qui ont travaillé à la réalisation de ces objectifs-là. Le collectif a saisi l'occasion pour saluer la mobilisation de l'ensemble du peuple malien à travers les prières et les contributions qui ont permis d'atteindre les résultats escomptés. Dans un communiqué, le ministre des Finances informe le public que la situation des comptes bancaires ouverts à la BDM-SA, intitulé « Appui aux forces armées », présente à la date du 21 août 2013 un solde de 3 milliards 25 503 491 francs CFA. Le ministre des Finances profite de cette occasion pour rappeler qu'aucune dépense n'a été
effectué sur ce compte. Il renouvelle sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informe que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère. Et puis, des messages de félicitations qui nous parviennent encore suite à l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République du Mali. Ce soir, ils sont du Conseil national de la communauté Bella, du patronat des entreprises des technologies de l'information et de la communication du Mali, du syndicat national de l'information, de l'informatique, de la presse et de l'industrie du livre, SNEPIL, de la Fédération nationale des chasseurs du Mali, FNCM, de l'Union des femmes du Mali pour les droits et la dignité, UFMD, Mousso Benkan, de l'Association des retraités des télécommunications, de l'Association Saïfoul Djabar, CIS à l'IGA, de l'ONG Association des femmes pour les initiatives de paix, du réseau de développement et de communication des femmes maliennes, de l'UNTM SNEC, du Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP, de la coordination des associations des jeunes de la région de Tombouctou à Bamako, de la Fédération nationale des chasseurs du Mali, on l'a déjà dit. Voilà. Près de 6 millions de dollars, c'est l'enveloppe estimée pour la réhabilitation du patrimoine culturel à Tombouctou. Un plan d'action a été signé entre le gouvernement de la République du Mali à travers le ministère de la Culture et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Un reportage de Yéya Tandina. L'occupation de la ville de Tombouctou par les islamistes a endommagé le patrimoine culturel. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, en collaboration avec le ministère de la Culture, a décidé de réhabiliter le patrimoine. En plus des mausolées et mosquées, les manuscrits n'ont pas épargné, à l'image de la plus vieille bibliothèque à Luangari. On est revenu trouver que tout est complètement détérioré, tout est complètement à genoux. On a près de 20 000 ouvrages ici concernant le manuscrit, y compris les livres qui ne sont pas manuscrits. Nous lançons un appel à tous les gens qui peuvent nous aider pour mieux vraiment démarrer. Une enveloppe de près de 6 millions de dollars, soit plus de 2 milliards de francs CFA, a été débloquée pour la restauration du patrimoine. Il y a eu une estimation qui reste à confirmer par les équipes techniques et les architectes, d'1 million de dollars pour la restauration de l'ensemble des mausolées. Alors, pour les mosquées et la vieille ville de Tombouctou, il y a eu aussi une estimation autour d'1 million de dollars pour la réhabilitation de tous ces sites-là. Et enfin, pour les manuscrits de Tombouctou, tout ce qui concerne la numérisation, la digitalisation, aussi bien des manuscrits du Centre Ahmed Baba que de ceux des bibliothèques privées, à peu près 3 900 000 dollars. Cette assistance de l'UNESCO et du ministère de la Culture a été saluée par les populations de Tombouctou. Des verres correcteurs pour les enfants albinos, le geste humanitaire et du Rotaract District 9100 et son partenaire, l'association pour la promotion des intervenants dans le domaine de l'optique au Mali. L'objectif, c'est d'aider ces enfants albinos qui sont victimes d'anomalies génétiques. Batraoré est allé voir. À travers cette opération, plus d'une vingtaine d'enfants albinos ont reçu chacun une paire de verres correcteurs. Le Rotaract District 9100 entend ainsi apporter sa contribution à la prise en charge des couches démunies. Nous avions décidé aujourd'hui de vous servir, nous jeunes du Rotary, en apportant notre modeste contribution à l'amélioration de la vie de nos chers amis enfants albinos. Cette action de solidarité a bénéficié de l'appui des partenaires de marque. Il s'agit de l'Association pour la promotion des intervenants dans le domaine de l'optique au Mali, APIDOM. L'objectif est de faire la promotion de l'insertion socio-professionnelle et la protection des enfants et des élèves albinos. Ces dons de lunettes traduit un geste de solidarité à l'endroit des albinos qui ont un problème de santé visuelle. Au nom de l'association, j'adresse mes sincères remerciements au Rotaract ainsi qu'à l'endroit de l'association Apidon.
pour cette remise de verre correcteur. Ces gestes humanitaires à encourager l'assistance méritent d'être suivis par d'autres initiateurs. L'actualité à l'étranger, Côte d'Ivoire, plus de 3 millions de personnes concernées par la question de la naturalisation qui trouve ainsi une issue après des années de discussion. La 4e session extraordinaire du Parlement ivoirien vient de voter cette loi qui va désormais permettre à ceux-là même intéressés par l'acquisition de la nationalité ivoirienne et qui en remplissent les conditions. Le projet de loi est adopté. C'est le plus gros coup de marteau que j'ai donné. Ce vote est en effet tout un symbole pour Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il y a 10 ans, aux accords de Marcoussis, c'était en tant que chef rebelle qu'il défendait la question de la nationalité ivoirienne. Après plus de 6 heures de débat, les députés ont donc approuvé la modification de plusieurs articles. Le plus emblématique concerne les personnes arrivées ou nées en Côte d'Ivoire dans les années 60 qui n'ont toujours pas de papier. Il y a des gens qui se sont déplacés de leur pays, effectivement, qui sont restés avec nous et qui ont vécu la cession de nos pays à l'indépendance. Et donc, on leur donne la possibilité, s'ils le désirent encore, de venir par déclaration, devenir ivoiriens. Une simple déclaration leur suffira donc désormais pour acquérir la nationalité ivoirienne. En comptant les descendants, plus de 3 millions de personnes seraient concernées. Mais il n'existe aucune donnée officielle. À l'Assemblée, la bataille des chiffres a fait rage. Le sujet est sensible. Personne n'est en train de brader une quelconque nationalité. La population a besoin d'être informée, de savoir ce qu'on appelle un apatride, de savoir pourquoi on donne la nationalité à des gens qui, ça fait 20 ans, 30 ans, sont sur notre sol. C'est de leur expliquer les règles en la matière au plan international et même notre code de nationalité qui prévoit ces cas d'espèce. Les problèmes de nationalité ont été au cœur des différentes crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire ces 15 dernières années. Les élus opposés à ce projet de loi dénoncent les visées électoralistes du président ivoirien Alassane Ouattara. La nationalité ivoirienne donne aussi le droit de vote. Mécontents, les pêcheurs artisanaux guinéens, vraiment mécontents. Ils le sont avec les chalutiers étrangers qui envahissent leur zone de pêche dans la plus grande illégalité. Conséquence, la surpêche des armateurs qui sont surtout chinois et puis les nombreux accidents qu'ils provoquent, ce qui empire la situation de cette profession qui a déjà du mal à prospérer là-bas. Nous sommes à Conakry, au plus grand débarcadère de Guinée. La hantise des pêcheurs artisanaux, ce sont ces chalutiers qui croisent au large. Les armateurs sont chinois pour la plupart et bafouent régulièrement les réglementations. Ils pêchent souvent sans licence, hors de leur zone de délimitation et très près des côtes. Les chalutiers percutent toujours les pêcheurs artisans en mer. Il peut y avoir la perte en vie humaine des matériels de pêche, des gréements de pêche. Deux fois, ils ne le reconnaissent pas, deux fois, ils le reconnaissent. Des accidents qui ont causé 4 morts en 2012. La colère couve chez les pêcheurs artisanaux, bien démunis face aux tout-puissants armateurs étrangers. Quand ils détruisent nos pirogues, on va se plaindre tout de suite à l'ANAM, l'agence de la navigation maritime, pour rechercher les propriétaires des chalutiers. Mais c'est dur de les retrouver et de se faire dédommager. Un beau matin, je me suis retrouvé zéro parce que les chalutiers m'ont fait perdre tout mon filet que j'ai mis dans ma 2 barques là, d'une valeur de 52 millions et quelques. 52 millions de francs guinéens, 5 600 €, une fortune pour cette profession qui a beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Nous, on manque de filets et de moteurs. Mais si on nous en donne, tout va bien. Et la pêche artisanale pourra continuer, car c'est nous qui approvisionnons les marchés de Conakry. Des marchés où le poisson se fait de plus en plus rare. En cause la surpêche, les espèces n'ont plus le temps de se reproduire. Les pêcheurs guinéens dénoncent une réglementation trop laxiste qui laisse le champ libre aux chalutiers et aux pêcheurs voisins venus de Sierra Leone ou de Guinée-Bissau. On va essayer maintenant d'aller faire le tour de l'actualité africaine en express. Nous irons à Madagascar, où André Rajouel accepte de ne pas se présenter à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Nous reviendrons en Guinée. Là-bas,
On se lance dans la mouvance des législatives depuis ce dimanche et nous commençons là avec cette conférence des Nations Unies qui vient de se tenir au Rwanda avec comme principal sujet la sécurité en Afrique centrale. Voici l'actualité africaine en bref et en images. La sécurité constitue un préalable indispensable au développement. C'est le constat sans surprise qu'ont fait vendredi à Kigali les participants à une conférence des Nations Unies consacrée à l'Afrique centrale. Dans cet esprit, les États représentés se sont engagés à soutenir la transition en Centrafrique. Les modalités de cette aide devraient être définies d'ici la prochaine réunion de l'UNSAC, prévue début décembre à N'Djamena. En revanche, alors que le canon tonne à la frontière du Rwanda et de la RDC, le sujet n'a pas été abordé, au motif qu'il est traité dans un autre forum à Kampala. Andry Rajoelina accepte sa disqualification de la prochaine élection présidentielle à Madagascar. Le président de la transition a déclaré respecter la décision de la Cour électorale spéciale et s'est engagé à faire une passation de service calme et démocratique après l'élection. Selon le nouveau calendrier électoral publié jeudi, le premier tour de scrutin aura lieu le 25 octobre et opposera 33 candidats. La campagne électorale pour les élections législatives du 24 septembre ouvre aujourd'hui en Guinée. Le personnel politique, président de la République en tête, a pris un peu d'avance sur le calendrier en multipliant les déplacements dans les différentes régions du pays. Ce scrutin a été reporté à de nombreuses reprises ces 3 dernières années en raison de désaccords entre majorité et opposition sur ses modalités d'organisation. Notre dossier d'aujourd'hui, le marché de Kay a été ravagé par un incendie qui a provoqué d'importants dégâts matériels estimés à des centaines de millions de francs CFA. Plusieurs mesures ont été prises depuis pour sécuriser le marché. Des voies ont été dégagées pour permettre aux secouristes d'accéder au marché en cas de sinistre. Mais malheureusement, ces voies sont toujours obstruées par les commerçants, ce qui rend toujours l'accès difficile au marché. Correspondance de Jafar Aïdara. Il y a de cela quelques mois, le marché de Kay était ravagé par un incendie dont la cause n'est pas connue à présent. Les équipes de secours ont pris du temps pour venir à bout du feu. Cela est dû à l'inaccessibilité du marché. En effet, toutes les voies d'accès étaient anarchiquement occupées par les étalagistes et les vendeuses de condiments. Cet incendie, si on n'a pas pu le maîtriser très rapidement, c'est parce qu'au moment où la protection civile venait, toutes les voies étaient obstruées. Les accès du marché sont tous bloqués. Il n'est pas facile d'atteindre le cœur même du marché par la faute des commerçants qui se sont installés par-ci, par-là, dans un désordre total. Après l'incendie, une commission de crise a été mise sur place, composée de la Chambre de commerce et d'industrie de Kay, des syndicats des commerçants détaillants, de la mairie et de l'administration, pour réfléchir et prendre des mesures pour sécuriser le marché, pour que ce genre de malheur ne se reproduise plus. Cela a commencé par le dégagement des voies par les autorités. Mais cela n'a rien changé au comportement des étalagistes et des vendeuses de condiments. Moi, je dirais toujours que le sinistre, c'est l'occupation anarchique qui est à la base de tout. Mais dès lors, rien n'a bougé. On a essayé de sensibiliser les commerçants, mais ils n'arrivent pas à comprendre. La sensibilisation ayant montré ses limites, quelles solutions faut-il envisager? Nous avons pu délimiter les principales voies d'accès, surtout la voie qui part de la police jusqu'au rond-point qu'on appelle le rond-point bougie. On peut passer par là même. C'est vrai qu'à l'approche de la fête, nous avons vu que les gens revenaient encore occuper ces mêmes voies-là. Mais il est clair que nous allons tenir, nous allons tout faire pour que cette voie-là soit dégagée. Donc, les mêmes mesures qui étaient prises, ça veut dire que les patrouilles de la police dans le marché vont reprendre. Et ces voies-là, tout le monde doit comprendre qu'elles doivent rester dégagées. Je rappelle que le fait que ces voies-là soient dégagées, c'est pour le bien des commerçants et des populations de Kay d'abord. Moi, en tout cas, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas personnellement que lorsque un tel dégât arrive dans une localité et que les gens aient identifié la cause du dégât ou les causes qui ont empêché de circonscrire le dégât, lorsque les gens identifient cela, que ceux qui ont été victimes s'opposent à ce qu'on fasse le nécessaire pour parer à une prochaine situation du genre. En son temps, chacun a dit plus jamais ça. Plus jamais ça, ça veut dire qu'il faut essayer de faire des chemins, déblayer des routes, essayer de
de faire des routes, n'est-ce pas, même si c'est dans un seul sens, n'est-ce pas, l'intérieur du marché. Nous, quand même, en tant que syndicat, on va essayer de sensibiliser les gens davantage. Ceux qui sont assis sur le goudron, sur les voies, qu'ils dégagent. Il faut rappeler que ce sont des centaines de millions qui ont été emportés par l'incendie du marché de Caille, laissant ainsi des milliers de commerçants sans travail malgré la solidarité des uns et des autres. C'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Demain 13h à Maramali Diallo. Quant à moi, je vous retrouve, Inch'Allah, à 20h pour la grande édition. Et l'information continue sur notre site www.ortm.ml. Bonsoir et bon week-end.